Takuto est un patient solitaire en phase terminale qui n'a pas d'amis, et sa famille ne se soucie que de l'argent qu'elle touchera grâce à son assurance vie. Personne ne vient donc lui rendre visite à l'hôpital. Son seul réconfort est le jeu World of Eternal Nation, un RPG de construction de civilisation auquel il joue sans arrêt, car il n'a rien d'autre à faire. Un jour, Takuto perd connaissance à cause de sa maladie, et lorsqu'il rouvre les yeux, il se retrouve assis sur un trône de pierre au milieu d'une forêt. Alors qu'il se demande ce qui se passe, il voit une femme sortir de la forêt et l'appeler son roi. Il s'agit d'Atu, le personnage préféré de Takuto dans World of Eternal Nation. Mais même s'il est ravi de la voir en vrai, il ne sait pas comment réagir. Heureusement, Atu est consciente du fait qu'elle faisait partie d'un jeu, et elle sait exactement qui est Takuto, le joueur légendaire qui a occupé la première place du classement des utilisateurs année après année. Elle se souvient de toutes les parties qu'elle a jouées avec Takuto, elle le connaît donc mieux que quiconque, et ils sont tous deux heureux de pouvoir enfin se rencontrer en personne. Takuto demande à Atu si c'est elle qui l'a invoqué ici, mais en réalité, Atu n'a aucune idée de ce qui se passe ici non plus. Elle s'est simplement retrouvée au milieu de cette forêt tout à coup, mais elle est presque sûre que ce n'est pas l'au-delà. Si elle devait deviner, elle dirait que ce monde est similaire à Eternal Nation, mais ils ne peuvent pas encore en être sûrs. Quoi qu'il en soit, Atu pense que c'est une excellente occasion, alors elle demande à Takuto s'il aimerait recommencer à zéro avec elle et construire un royaume, comme au bon vieux temps. Takuto aime cette idée, alors il accepte de travailler avec elle, et les deux passent par toute la séquence d'ouverture, même si c'est un peu gênant maintenant qu'ils se tiennent réellement l'un à côté de l'autre en personne. La première chose à faire est de déterminer où ils se trouvent, alors Takuto utilise la magie pour invoquer un éclaireur. Mais maintenant qu'il voit l'éclaireur de près, il est dégoûté par son apparence hideuse, et il ne peut rien y faire. Leur Manara est une civilisation qui règne sur les ténèbres et le mal, donc sa stratégie au début du jeu est d'éviter d'attirer trop l'attention afin de ne pas entrer en conflit, du moins jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour se défendre. C'est là que cet insecte entre en jeu, alors Takuto lui ordonne d'aller explorer les environs et de le prévenir s'il trouve quelque chose d'important. Au début, l'insecte reste immobile et le fixe du regard, mais Atu lui rappelle sévèrement que Takuto est son commandant, et l'insecte part en courant pour accomplir sa mission. Takuto craignait un peu de ne pas pouvoir contrôler ses troupes dans ce monde, mais il semble que tout fonctionne comme avant. Il peut également voir ce que voit l'insecte dans une certaine mesure, il devrait donc pouvoir déterminer où il se trouve assez rapidement. Quoi qu'il en soit, il est temps pour eux de réfléchir à la suite. Takuto a commencé avec 200 points de mana, et il a dû en utiliser 100 pour invoquer l'éclaireur, il ne lui en reste donc plus que 100. Il prévoit de construire un campement qui servira de base opérationnelle, ce qui lui coûtera 20 points de mana supplémentaires, mais après cela, il ne lui restera plus beaucoup de mana. Il espérait sincèrement créer un guerrier qui se battrait pour eux en cas d'attaque, mais ce n'est vraiment plus une option. Atu assure à Takuto qu'il n'a pas à s'inquiéter car elle se battra pour lui, mais pour être honnête, cela n'est pas très rassurant venant d'elle. En tant que membre de l'unité des héros, Atu deviendra plus forte avec le temps, mais pour l'instant, elle a à peu près la force d'une personne normale, elle ne peut donc pas faire grand-chose pour aider. L'insecte continue de survoler la forêt, et grâce à ses repérages, Takuto a maintenant une idée de ce à quoi ressemble cette région. Mais il est un peu surpris, car même si toute cette région est une forêt, il n'a encore vu aucun animal ni monstre. Atu suppose que tous les animaux doivent se cacher, car le terrain forestier offre de nombreuses cachettes. Mais la principale préoccupation de Takuto est que s'ils ne trouvent pas rapidement des animaux, ils devront probablement dépenser du mana pour se procurer de la nourriture. Atu s'excuse auprès de Takuto car elle se sent coupable de ne pas être très utile, mais il lui dit de ne pas s'inquiéter car le simple fait de l'avoir à ses côtés lui remonte considérablement le moral. Cela la rend très heureuse, et elle dit à Takuto qu'elle lui est très reconnaissante pour ses paroles aimables, mais Takuto a du mal à s'habituer à son expressivité maintenant qu'elle est une personne réelle. À ce moment-là, l'éclaireur trouve quelque chose d'intéressant, ce qui attire l'attention de Takuto et lui montre un village d'elfes noirs au milieu de la forêt. Il n'est pas loin de l'endroit où se trouve Takuto, et il semble y avoir beaucoup d'elfes rassemblés. Atu est soulagé qu'il s'agisse seulement d'elfes noirs, car ils ont tendance à pencher vers le mal neutre, et ne s'opposeront donc pas au royaume de Manara. Mais Takuto pense toujours que c'est terrible, car il ne peut pas avoir une autre civilisation si proche de la sienne. Son plan était d'éviter la guerre en restant caché le plus longtemps possible, mais cela ne sera pas possible avec les elfes noirs si proches. Atu suggère qu'il quitte cet endroit et se dirige vers un nouvel emplacement, et Takuto est d'accord, car ils n'ont encore rien construit. Mais avant cela, il veut observer un peu plus les elfes noirs et inspecter les environs pour voir s'il y a quelque chose d'utile à proximité. Soudain, Atu sent la présence de quelqu'un à proximité, alors elle et Takuto se retournent et aperçoivent un groupe d'elfes noirs émergeant de la forêt. Les elfes noirs semblent tout aussi surpris de les voir, car ils ne savaient pas qu'il y avait d'autres personnes dans cette forêt. Les elfes noirs ne sont venus ici que parce qu'ils ont été chassés de leur terre natale et, n'ayant nulle part où aller, ils ont été contraints de se réfugier dans cette forêt maudite.
Le voyage a épuisé les enfants elfes noirs et, à ce rythme, ils ne tiendront pas longtemps. Un petit groupe d'elfes noirs a été envoyé à la recherche d'une source de nourriture, et le chef du groupe est certain qu'il doit y avoir quelque chose de comestible dans les environs, car la végétation est très abondante, mais Émile est très nerveuse. Elle a entendu des rumeurs selon lesquelles il y aurait une forêt dangereuse à la lisière d'Idoria, où un mal ancien aurait été scellé, et elle craint qu'il ne soit attaqué. Le chef la rassure en lui disant que ces rumeurs ne sont que des superstitions, car s'il y avait vraiment un mal ancien qui rôdait dans cette forêt, les arbres ne pourraient pas pousser aussi bien, même s'il ne peut nier que la forêt lui fait vraiment peur pour une raison quelconque. Dès que Geia pose les yeux sur Takuto, son cœur se serre, car ce qu'il voit devant lui est la manifestation du mal pur et de l'intention malveillante. Il veut s'enfuir, mais il craint que toute action précipitée ne mette son peuple et lui-même en danger. Il s'approche donc lentement du trône de Takuto et s'agenouille devant lui pour lui témoigner son respect. Il se présente comme le chef guerrier du clan des elfes noirs Mazarom et s'excuse d'être entré dans la forêt sans la permission de Takuto. Atu ne comprend pas pourquoi les elfes se montrent si respectueux, mais elle fait semblant de ne pas s'en apercevoir et exige de savoir pourquoi les elfes ont pénétré sur les terres de Takuto. Geia commence à expliquer que son peuple vivait autrefois dans les plaines centrales et formait une tribu pacifique, mais Atu ne l'écoute pas et lui demande de faire court. Geia s'excuse et explique rapidement que la tribu des elfes a été persécutée et chassée de ses terres, les forçant à fuir dans cette forêt. Il ne comprend pas pourquoi son peuple a dû subir un traitement aussi cruel alors qu'il n'avait rien fait de mal. Ils ont toujours recherché la paix, mais ils ont été attaqués et tués en raison des préjugés contre leur race. Takuto jette un coup d'œil à Geia et remarque qu'il a l'air très maigre. Geia explique alors que lui et son peuple ont à peine eu le temps de s'échapper lorsque leur village a été détruit, et qu'ils n'ont donc pas eu le temps de prendre des provisions. Et comme ils ont fui sans arrêt, ils n'ont pas eu le temps de chercher de la nourriture. C'est d'ailleurs pour cette raison que Geia et son équipe se sont aventurés seuls. Cela fait 5 jours qu'aucun d'entre eux n'a mangé, mais ils n'ont pas eu beaucoup de chance dans leur recherche de plantes ou d'animaux comestibles. Takuto se sent désolé pour eux, alors il décide de les aider un peu et utilise une partie de son mana pour créer des pommes pour eux. Geia est surpris lorsqu'il voit des pommes rouler sur le sol, car il n'a jamais rien vu de tel. Il hésite à les goûter, car il ne veut pas être impoli devant un être comme Takuto, mais Émile et les autres ont tellement faim qu'ils s'en moquent. Ils croquent tous dans leurs pommes, et c'est la meilleure chose qu'ils aient goûté depuis longtemps. Takuto crée même des poires pour que le groupe ait assez à manger, mais Geia est encore sous le choc de la gentillesse de Takuto et ne sait pas comment réagir. Atu lui crie dessus, lui disant qu'il est impoli de ne pas accepter le cadeau que Takuto leur a si gracieusement offert, mais Geia n'hésite pas parce qu'il se méfie de la nourriture. Il appuie sa tête contre le sol et dit qu'il apprécie vraiment la générosité de Takuto. Mais il y a des enfants du clan au campement, et ils sont très affaiblis par le manque de nourriture. Ils mourront bientôt s'ils ne mangent pas, alors Geia demande la permission de ramener cette nourriture à son clan afin de pouvoir nourrir les enfants. Takuto se sent mal pour les enfants qui souffrent, alors il décide de faire un effort supplémentaire pour eux et prépare une tonne de nourriture différente que Geia pourra emporter avec lui. Atu n'approuve pas, car cela va coûter beaucoup de mana. Les elfes noirs sont tous incrédules à la vue d'une telle quantité de nourriture, et ils sont encore plus choqués lorsque Takuto leur dit qu'ils peuvent tout prendre. Depuis des années, les elfes noirs sont opprimés et contraints de vivre dans l'ombre, et personne ne leur a jamais tendu la main comme cela auparavant. Les elfes noirs expriment leur profonde gratitude envers Takuto et transportent la nourriture jusqu'au camp. Au camp, les elfes noirs sont tous sur le point d'abandonner, mais quelques-uns d'entre eux gardent l'espoir que Geia et les autres reviennent avec de la nourriture. À ce moment-là, tout le monde dans le village sent une odeur délicieuse, alors ils se retournent tous et, à leur grande joie, ils voient Geia et les autres porter des sacs de nourriture sur leur dos. Ils sont tous soulagés de ne plus avoir à souffrir de la faim, et tout le monde félicite Geia d'avoir trouvé autant de nourriture. Mais lorsqu'il lui demande où il l'a trouvée, il répond simplement qu'il a eu de la chance, sans donner de détails sur sa rencontre avec Takuto. Plus tard dans la nuit, Geia est plongé dans ses pensées, les yeux fixés sur le feu, quand soudain, le chef du clan, Moltar, s'approche de lui. Il dit à Geia qu'il a fait du bon travail aujourd'hui et que les fruits qu'il a trouvés sont incroyables, mais il remarque que Geia ne semble pas très heureux, alors il lui demande ce qui ne va pas. Après un bref silence, Geia explique qu'il a rencontré un être légendaire au fond de la forêt et qu'il ne sait pas comment réagir. Moltar lui demande de quelle légende il parle, et Geia lui explique qu'Émile a mentionné un être puissant qui aurait été enfermé dans la forêt maudite. Moltar a déjà entendu parler de cette légende et il est choqué d'apprendre que Geia a réellement rencontré le roi de la ruine. Il explique que, selon la légende, lorsque le monde devient trop prospère, le roi de la ruine descend sur Terre et détruit tout, forçant toutes les civilisations à repartir de zéro. En toute honnêteté, Moltar ne peut garantir que la légende est vraie, mais il est enclin à y croire. Il demande à Geia si l'être qu'il a rencontré s'est présenté comme le roi de la ruine, mais Geia ne se souvient pas qu'il ait dit quoi que ce soit de tel. Cependant, vu son apparence terrifiante, un nom comme « roi de la ruine » lui va comme un gant.
Moltar demande à Geia s'il a parlé au roi de la ruine, mais Geia répond que ce n'était pas vraiment une conversation. Le roi de la ruine n'a pas dit grand-chose, mais il avait une femme à son service qui parlait en son nom. D'après la description que Geia fait de cette rencontre, Moltar est certain que cet être est de mauvais augure, alors il demande à Geia s'il a dû faire quelque chose comme vendre son âme en échange de la nourriture. Geia explique que le roi de la ruine n'a rien demandé en échange, mais Moltar trouve cela absurde, car quel genre d'être maléfique donne des choses gratuitement? Geia ne sait pas non plus pourquoi le roi de la ruine a fait cela, mais s'il devait deviner, il dirait que c'était par miséricorde. Il suppose que sa grâce a dû compatir à leur situation difficile et leur a offert son aide pour les sauver. Moltar est choqué que Geia appelle le roi de la ruine « sa grâce », car c'est un titre utilisé uniquement pour montrer le plus grand respect. Mais Geia ne voit rien de mal à s'adresser au roi de la ruine en l'appelant « sa grâce », car c'est quelqu'un qui mérite le respect. Moltar n'arrive pas à croire que Geia défende réellement le roi de la ruine et lui demande s'il a été hypnotisé ou quelque chose comme ça. Mais Geia fait remarquer que la seule raison pour laquelle ils peuvent se permettre de gaspiller leur énergie à se disputer ainsi, c'est grâce à la nourriture que leur a donné ce soi-disant dieu maléfique. Et ce n'est pas comme si Geia aurait pu refuser l'offre alors qu'ils avaient désespérément besoin de nourriture, alors que voulait exactement Moltar qu'ils disent. Moltar se rend compte qu'il n'a pas le droit de juger la décision de Geia de faire confiance au roi de la ruine, car compte tenu de la situation, c'était la meilleure option. Cependant, en tant qu'ancien de cette tribu, il est de son devoir de veiller à la sécurité de tous, alors il déclare qu'à partir de maintenant, c'est lui qui s'occupera des négociations avec le roi de la ruine. Il est en vie depuis plus de 200 ans, il est donc certain de pouvoir parvenir à un accord avec le roi de la ruine. Pendant ce temps, au campement de Takuto, celui-ci se fait réprimander par Atu pour avoir gaspillé son mana en faisant preuve d'insouciance. Elle lui demande pourquoi il a agi ainsi, mais Takuto répond simplement qu'il se sentait désolé pour les elfes et qu'il ne voulait pas laisser leurs enfants mourir de faim. Atu comprend cela, mais elle rappelle à Takuto qu'ils viennent à peine de commencer à établir leur royaume et qu'ils ne peuvent donc pas gaspiller leurs ressources de cette manière. Elle a raison, alors Takuto s'excuse de ne pas avoir consulté Atu avant d'utiliser son mana et promet de se rattraper. Mais à part ça, il y a quelque chose qui le tracasse depuis un certain temps. Il n'a pas pu parler correctement aux elfes noirs quand ils sont arrivés parce qu'il était trop nerveux. Atu est surprise d'entendre cela, car elle pensait que Takuto jouait délibérément le rôle d'un être supérieur dédaigneux, mais en réalité, il est simplement maladroit en société. À ce moment-là, l'insecte éclaireur revient et informe Takuto que les elfes s'approchent à nouveau de cette zone. Takuto et Atu sont surpris que les elfes reviennent, mais comme il leur a donné plus de nourriture qu'ils ne pouvaient en transporter la dernière fois qu'ils étaient là, ils supposent qu'ils reviennent chercher le reste. La coexistence de cultures différentes dans un même espace est vouée à provoquer un conflit à un moment ou à un autre, alors Takuto aimerait vraiment que les elfes prennent la nourriture et s'en aillent. Il pourrait simplement leur dire de quitter la forêt, mais cela nécessiterait d'entretenir une conversation avec quelqu'un d'autre qu'Atu, et cela dépasse les compétences de Takuto. Atu voit que Takuto est troublé par cette situation, alors elle a une idée et suggère de mener toutes les négociations à la place de Takuto. De cette façon, Takuto apparaîtra comme un roi mystérieux et digne plutôt que comme un adolescent socialement maladroit. Il aime cette idée, mais il demande si cela ne pose vraiment pas de problème qu'il la laisse parler à sa place. Cependant, Atu répond qu'elle est toujours heureuse de rendre service, et qu'elle n'a donc aucun problème à être la voix de Takuto. Peu de temps après, Moltar et Geia arrivent et s'agenouillent devant Takuto. Tout d'abord, Moltar se présente comme le chef de la tribu des elfes noirs et exprime sa profonde gratitude à Takuto pour avoir fourni à sa tribu la nourriture dont elle avait désespérément besoin. Il demande à connaître le nom de leur bienfaiteur afin de pouvoir le remercier comme il se doit, et après une brève pause pour confirmer auprès de Takuto, Atu annonce qu'il se trouve en présence du roi de la ruine, Takuto. Geia est stupéfaite de réaliser que Takuto est bien le légendaire roi de la ruine, mais ils ne peuvent pas se montrer impolis envers lui, alors Moltar remercie une nouvelle fois Takuto pour sa gentillesse à leur égard. Takuto est soulagé que les négociations se soient bien déroulées jusqu'à présent, et comme il n'y a pas de conflit avec les elfes, Atu leur dit de prendre la nourriture et de partir. Geia et Moltar sont stupéfaits d'entendre cela, car ils s'attendaient à devoir payer un prix élevé pour recevoir l'aide du roi de la ruine. Ils demandent donc à Atu s'ils peuvent vraiment partir sans rien offrir en échange, mais Atu leur rappelle qu'ils n'ont rien de valeur à offrir. Moltar ne veut vraiment pas partir sans payer sa dette, car avec quelqu'un d'aussi puissant que le roi de la ruine, cela pourrait leur coûter leur âme, mais il ne peut pas le dire à voix haute. Takuto sent que la tension monte soudainement, alors il appelle Atu pour lui parler en privé. Atu est vraiment contrariée par l'entêtement de Moltar, et elle est sûre que les elfes finiront par leur causer des ennuis s'ils les laissent tranquilles. Elle suggère donc de tous les tuer et de passer à autre chose, mais Takuto espérait en fait établir une relation mutuellement bénéfique avec eux. Il comprend que Moltar est mal à l'aise à l'idée de recevoir de l'aide gratuitement, surtout lorsqu'elle provient de quelqu'un appelé le roi de la ruine, alors il suggère de demander une compensation raisonnable pour le rassurer. Atu trouve que c'est une bonne idée,
alors elle transmet la décision de Takuto aux elfes, et Moltar semble soulagée, mais Atu essaie toujours de déterminer ce qu'elle pourrait demander en compensation. Elle se tourne vers Takuto pour lui demander de l'aide, alors il lui dit de poser des questions sur le monde extérieur. Atu dit à Moltar qu'en guise de compensation, il doit fournir à Takuto des informations sur le monde extérieur à cette forêt, et il répond qu'il serait ravi de le faire. Cependant, Atu lui dit qu'une fois qu'il aura fourni ces informations, lui et son peuple devront quitter immédiatement cette forêt. Mais cela signifierait que les elfes seraient à nouveau contraints d'errer sans domicile. Il demande à Takuto de les autoriser à rester dans la forêt, mais Atu refuse immédiatement sa demande et lui dit que s'il tient à la vie, il ferait mieux de ne parler à personne de la présence de Takuto. Geia s'apprête à protester, car la tribu des elfes noirs ne survivra pas si elle est contrainte de quitter la forêt, mais Moltar l'en empêche, car ils ne peuvent pas prendre le risque de contrarier Takuto. Ils se lèvent tous les deux et commencent à s'éloigner, mais alors qu'ils partent, Takuto se demande si tout cela est vraiment acceptable, car il ne veut pas forcer les elfes à souffrir, et c'est alors qu'il a une idée géniale. Il les appelle tous les deux et leur demande s'ils veulent devenir ses citoyens, mais ils sont tellement stupéfaits par cette proposition qu'ils ne savent pas comment réagir. Même Atu n'arrive pas à croire ce qu'il vient de dire, alors elle demande une autre discussion en aparté et lui demande pourquoi il a dit une chose pareille. Takuto explique qu'il pensait recruter les elfes noirs grâce au système de réfugiés, et maintenant qu'il en parle, Atu se rend compte que ce n'est pas une mauvaise option. Les elfes noirs ne sont ni bons ni mauvais par nature, ils n'auront donc pas de conflit majeur avec le royaume maléfique de Takuto. De plus, dans le jeu, les principaux citoyens de Manara étaient des hommes, et ici, ils sont affreux, alors il demande à Atu si elle veut vraiment vivre dans un royaume où il n'y a que cela. Atu est désormais d'accord, alors elle se tourne vers Moltar et Geia et leur dit que s'ils acceptent de devenir citoyens de Manara, ils seront protégés. Moltar demande ce que cela signifie exactement pour eux, et pour être franche, Atu leur dit qu'à partir du moment où les elfes noirs rejoindront Manara, ils seront considérés comme maléfiques. C'est à eux de décider s'ils veulent rejoindre Manara ou non, mais elle leur assure que s'ils le font, ce sera au moins intéressant. Un peu plus tard, Takuto et Atu se dirigent vers le camp des elfes noirs, car ils ont finalement pris leur décision, mais Atu est un peu contrarié qu'ils aient mis autant de temps à se décider. Takuto, quant à lui, s'attendait à ce qu'ils prennent du temps pour se décider, surtout après qu'Atu leur ait dit qu'il deviendrait maléfique s'il rejoignait Manara. Finalement, ils arrivent au camp des elfes noirs, et dès son arrivée, Moltar annonce à tout le monde que leur nouveau roi est arrivé. Ils s'agenouillent tous et ouvrent un passage à Takuto qui se dirige vers le trône qu'ils ont fabriqué pour lui. Certains elfes sont terrifiés lorsqu'ils voient Takuto pour la première fois, tandis que d'autres semblent excités, mais ceux qui s'approchent un peu trop près finissent par s'évanouir sous l'effet de l'énergie noire qui se dégage de lui. Geia avertit tout le monde de ne pas regarder Takuto directement, car ils pourraient penser qu'ils sont impolis, mais Takuto ne s'en soucie pas vraiment. Une fois que Takuto est assis sur le trône et que tous les elfes noirs sont rassemblés, il déclare officiellement que toutes les personnes présentes ici seront désormais citoyens de Manara. C'est à peu près tout, tous les elfes noirs sont désormais citoyens de Takuto, mais Geia s'attendait honnêtement à plus, car Atu avait dit qu'il deviendrait maléfique. À ce moment-là, une immense haine commence à envahir le corps de Geia alors qu'il se souvient de toutes les injustices que lui et son peuple ont subies, et il en va de même pour tous les autres membres de la tribu des elfes noirs. Après s'être rappelé comment ils ont été persécutés, ils sont tous soulagés et enthousiastes à l'idée d'avoir quelqu'un comme Takuto pour veiller sur eux. Quelques jours passent dans le nouveau royaume de Manara, mais les choses ne se passent pas bien du tout pour Takuto. Il était en train de regarder la carte que Moltar lui a donnée, et il devient incroyablement frustré car c'est le pire RNG qu'il ait jamais eu pour son emplacement de départ. Atu lui demande ce qui ne va pas, alors il montre la carte et explique qu'au nord de cette forêt se trouve le saint royaume de Kolia, qui vénère le dieu Arlo, et le royaume elfique d'Elna, qui vénère la nature. Tous deux sont fortement orientés vers le bien, donc si l'un d'eux venait à découvrir l'existence de la nation maléfique de Manara, Takuto et Atu seraient cuits. Ils n'ont aucune chance de vaincre des nations aussi puissantes dans un affrontement direct, et pour ne rien arranger, cette forêt maudite ne recèle aucune ressource exploitable, ce qui rend la situation encore plus difficile. Le bon côté des choses, c'est qu'ils ont désormais les elfes noirs, qui devraient leur permettre de compenser les faiblesses actuelles du royaume. En parlant des elfes, Atu les entend approcher et semble ravi, car ils sont probablement là pour lui livrer des informations précieuses. Peu après, Moltar et Geia arrivent, accompagnés cette fois-ci d'Emile. Geia explique qu'Emile est très intelligent et qu'il connaît bien les traditions et les affaires étrangères, et qu'il est donc certain qu'il sera d'une grande aide pour les projets de Takuto. Takuto est ravi de cette aide supplémentaire, mais il remarque qu'ils sont très nerveux en sa présence, alors il demande à Atu de leur dire qu'ils n'ont pas besoin d'être aussi formels avec lui. Atu leur annonce ensuite que Takuto a pris quelques décisions concernant l'administration de Manara. À partir d'aujourd'hui, il nommera Moltar et Geia à des postes clés. Moltar s'occupera de la gestion des affaires de la nation, et d'après ce qu'Atu a entendu, Moltar devrait être capable d'utiliser la magie,
Elle attend donc beaucoup de lui. Quant à Geia, il sera nommé capitaine des guerriers de toute l'armée de Manara et aura toute autorité sur les troupes. Geia se dit honoré et promet de massacrer sans hésiter tous ceux qui se mettront en travers du chemin de Takuto. Takuto est déconcerté par le sérieux avec lequel Geia a prononcé ces mots, alors il demande à Atu de dire à tout le monde qu'il préfère la paix et qu'il faut éviter de déclencher des conflits sauf en cas d'absolue nécessité. Geia n'arrive pas à croire que le roi de la ruine soit en réalité un pacifiste, mais quoi qu'il en soit, Atu dit à tout le monde de se reposer pour l'instant, car ils vont bientôt commencer à construire des maisons dans la forêt. Moltar remercie Atu pour sa considération et tente de se donner bonne conscience en lui disant que ses connaissances le rendront bien plus utile qu'une brute comme Geia. Mais Geia commence à argumenter qu'un vieil homme comme Moltar ne sera de toute façon pas d'une grande aide pour la construction. Atu n'est pas vraiment intéressée par leur dispute, mais comme il semble impatient de se mettre au travail, elle demande à Takuto si elle peut leur ordonner de commencer immédiatement la construction. Takuto n'y voit aucun inconvénient et leur dit qu'ils peuvent commencer à rassembler les matériaux, mais il souhaite également que cela se fasse de manière à ne pas détruire la forêt. Atu trouve que c'est une excellente idée, alors elle demande à Moltar si c'est possible, et il répond qu'il devrait y arriver s'ils construisent la plupart des maisons dans les cavités des arbres géants. Takuto est ravi d'entendre cela, alors il leur dit de se mettre au travail dès que possible, mais il leur rappelle de reboiser au fur et à mesure. Les trois amis s'apprêtent à se mettre au travail, mais ils sont un peu perplexes car ils ne comprennent pas ce que Takuto entend par « reboiser ». Takuto est surpris qu'il ne sache pas ce qu'est le reboisement, car d'après ce qu'il a entendu, les habitants de ce monde devraient déjà avoir débloqué l'arbre technologique de l'architecture fortifiée. Atu leur demande s'ils connaissent au moins la magie militaire ou les 6 grands éléments, mais Moltar n'a jamais entendu parler que de 4 grands éléments. Quant à la magie militaire, Emile doute que quiconque dans les autres nations la connaisse, alors Takuto et Atu se rendent compte que les habitants de ce monde sont étonnamment sous-développés. À l'heure actuelle, la magie technologique des elfes noirs est bien en deçà des attentes de Takuto. Mais si le reste du monde en est au même stade de développement, Takuto pense qu'il devrait pouvoir les rattraper rapidement. Cela prendra encore beaucoup de temps, alors pour l'instant, Atu explique ce qu'est le reboisement. Il s'agit essentiellement de replanter des arbres au fur et à mesure qu'on les abat afin de préserver la forêt. Mais normalement, les arbres mettent des décennies à pousser naturellement, donc dans ce cas, le reboisement fait référence à une technique spéciale qui utilise des éléments magiques pour accélérer la croissance. Elle dit que c'est une technique créée personnellement par Takuto, mais c'est un gros mensonge, car Takuto n'a rien inventé, mais il serait gênant de dire la vérité maintenant. Emile est très enthousiaste à l'idée que Takuto possède des connaissances incroyables, alors elle lui demande s'il est celui qui a créé les pommes et les raisins qu'il leur a donnés. Elle a même planté quelques graines de raisin et elles ont déjà commencé à germer, alors elle est impatiente de voir comment elles vont pousser. Takuto et Atu se taisent tous les deux dès qu'Emile mentionne qu'elle a planté un pépin de raisin, car cette idée ne leur avait même pas traversé l'esprit. Les fruits comme les raisins et les pommes n'existent pas dans ce monde. Pourtant, Takuto a pu les créer grâce à son talent de production d'urgence, et si son hypothèse est correcte, alors ce talent ne devrait pas se limiter à la nourriture. Takuto la teste en invoquant une pièce de monnaie, et comme il s'y attendait, cela fonctionne parfaitement. Grâce à cette nouvelle découverte, tant qu'il dispose du mana nécessaire, il peut créer n'importe quoi, de la poudre à canon aux métaux communs, en passant par le pétrole. Conquérir le monde ne sera donc peut-être pas aussi difficile qu'il le pensait.